Tu sais le mettre en grand écran, peut-être? Oui, je vais mettre en grand écran si ça veut bien. Donc aujourd'hui, cette causerie, c'est donc une causerie qui est dédiée spécialement à 2026 et aux énergies astro numéro 2026. L'idée, c'est de vous permettre de comprendre ce que j'imagine que vous avez déjà ressenti. Et puis, en fait, on n'est que dans une continuité, hein, par rapport à ce qui se déroule et ce qu'on traverse depuis plusieurs années déjà. Mais voilà, l'idée de la causerie d'aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir vous apporter un regard un petit peu plus affiné sur ma perception des événements et des invitations pour 2026. Si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas à me mettre un message dans le chat ou bien à m'interrompre parce que des fois, quand je suis partie dans mon speech, eh bien, j'ai du mal à regarder le chat. Voilà. Donc, l'avènement d'un nouveau monde. J'aurais même dû mettre l'avènement de nouveaux mondes au pluriel en réalité. Parce que vous allez voir que c'est le challenge, c'est l'enjeu en fait. C'est à ça que nous invite l'année 2026 et la suite des années à venir. Donc, je vais d'abord faire un petit point sur la numérologie, puis après, je ferai le lien avec l'astrologie et vous verrez comment finalement euh, tout dialogue, comme toujours. Donc, vous le savez, l'année 2025, c'est une année universelle 9 qui touche à sa fin aujourd'hui. Les grandes thématiques, ben déjà, c'était la fin d'un cycle collectif de 9 ans, donc avec une invitation collective à être dans des bilans, à refermer certains chapitres, voilà, à faire le point, à accepter de clore certaines situations de vie. Et en même temps, hein, comme tout fin de cycle, alors on est sur un plan collectif, hein, pas sur un plan individuel, et chaque personne, évidemment, a vécu cette année universelle 9 selon son propre rythme, mais ça, c'est l'invitation collective dont je parle. Je ferai peut-être en janvier une causerie plus dédiée à la manière dont on traverse les énergies individuellement, mais là, on est vraiment plus sur du collectif aujourd'hui. Donc, vous verrez comment ça résonne pour vous individuellement. Une année universelle 9, c'était aussi une année qui, du coup, sur un plan collectif, pouvait proposer aussi de récolter les fruits de ce qu'on avait pu accomplir. C'est une année, on y est encore, de gestation, de renouveau, d'ouverture de nouveaux horizons. Une année où on est invité à s'ouvrir au monde, au collectif, à étendre et expanser notre conscience et à vraiment avoir une vision large. Et ça, c'est important parce que ça va continuer de nous accompagner, en fait, de garder, c'est la fin de c'est la fin de mon speech, mais je vous le dis dès le début, garder, nourrir cette vision. Ça, c'est fondamental. Donc voilà, donc vous pouvez vous poser les questions de ce que vous avez expérimenté personnellement en lien avec ces différentes thématiques, même si vous si vous n'êtes pas en année personnelle neuve. L'année 2026, du coup, on est dans une année universelle 1. Donc là, on débute un nouveau cycle collectif de 9 ans. On est dans un nouveau départ collectif, un nouveau souffle qui va d'ailleurs, qu'on retrouve très clairement sur le plan astrologique, euh, l'avènement d'un monde nouveau pour moi, ou comme je vous disais, de mondes nouveaux au pluriel, qui requiert aussi de l'innovation de notre part à chacun, chacune. C'est, à mon sens, et j'insiste aussi là-dessus, même si on est sur des énergies collectives, une invitation collective au retour à soi. Parce que dans la vibration du 1, il y a vraiment la dimension de l'identité personnelle, du oser être soi, d'être son propre repère, de manifester sa singularité et d'honorer le masculin sacré en soi, je dirais, être dans une juste affirmation de soi, prendre sa juste place, avec courage, avec audace, avec volonté, avec enthousiasme. Et ça, c'est fondamental. Enfin, moi, ça me semble fondamental d'avoir à l'esprit que ces nouveaux mondes que nous sommes en train de co-créer toutes et tous ensemble, eh bien, ils ont besoin d'individus qui soient bien incarnés dans leur singularité.
Donc, l'individu, j'en ai déjà parlé quand j'ai fait notamment les causeries autour du bilan de 2024. J'avais fait les causeries aussi quand je parlais de Pluton en Verseau, et je vais le répéter encore. On est, à mon sens, dans une invitation collective à une forme d'individuation co-créative. D'individuation. Oups là, qu'est pas ça. Excusez-moi, je ne sais pas si vous me voyez toujours, mais j'ai eu un problème à l'écran. Les joies du direct. Ok. Vous voyez toujours ma présentation? Hop, j'y reviens. Oui. Ok, Voilà. c'est bon, Voilà. excusez-moi. Donc, je vous dis adaptabilité. Donc, prendre les choses avec enthousiasme, avec, avec amusement, s'amuser de la vie. Donc, voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, je vous disais, de cet individualisme co-créatif, et je vais en reparler, et de cette individuation co-créatrice. Je vais en reparler de ce que j'entends par là. Donc, l'individu, l'invitation collective, c'est évidemment, à mon sens, celle du nouveau départ, du nouveau souffle collectif. Mais sur un plan individuel, comment cette énergie collective, elle peut agir. Alors encore une fois, ça dépend de nos années universelles à chacun, de nos années personnelles, pardon, à chacun, chacune, d'où on en est dans nos propres cycles de 9 ans à nous. Mais à mon sens, ça vient quand même nous inviter à nourrir ce processus d'individuation dont je vais reparler. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant parce que si on va décortiquer un petit peu les vibrations de l'année 2026, on est dans une année universelle 1. 2 plus 2 plus 6, ça fait 10, donc ça fait bien une année universelle 1. Sauf que on est dans une année universelle qui est composée uniquement de nombres plutôt de polarité féminine. Du 2, du 2, du 6 et bien évidemment ce beau zéro. Et ça, pour moi, ça nous rappelle, mais je l'ai déjà dit aussi, mais c'est important de le répéter, que les années 2000, à mon sens, c'est un millénaire du féminin. Un millénaire du féminin où on est appelé à incarner notre polarité masculine, mais dans un juste dialogue avec notre polarité féminine. Et d'ailleurs, dans 2026, comme dans tous les 2020 quelque chose, on trouve 2 fois du 2, et le 2, c'est une vibration qui nous parle d'alliance, de partenariat, donc il y a de couple, donc de ce couple intérieur aussi, de la rencontre entre ces polarités. Donc, à mon sens, l'invitation, elle est de nourrir ou de bien comprendre que nous sommes dans un millénaire où l'énergie change, évolue pour aller mettre plus en avant, valoriser, reconnaître, sublimer toute cette polarité du féminin. Donc, une année universelle, encore une fois, je répète, c'est tout le millénaire des 2000, mais particulièrement la décennie, je dirais, des 2020, depuis 2020 jusqu'à 2029, avec au premier plan l'intelligence émotionnelle, la réceptivité, l'écoute, l'entendre, l'accueillir autrement. On est invité à nourrir ces champs de perception, à nourrir intérieurement, individuellement ces énergies-là, hein, à réinventer le lien, comment on veut être en lien, à l'écoute de nos besoins, en ayant en tête, il y a un changement de paradigme de toutes les manières, on le sait sur le plan astrologique, avec Pluton qui est entré en Verseau et puis les autres planètes, et le changement de paradigme, ce que nous dit la numérologie à mon sens, c'est que c'est important de remettre au premier plan, sur un plan individuel comme collectif, la dimension du lien et la tendresse, de les reconnaître comme des besoins vitaux, de soi à soi et de soi avec l'autre. Enfin voilà, on le sait toutes et tous ici réunis, mais
Ça me fait penser voilà, je fais partie d'un groupe de musique dans lequel je discutais avec quelqu'un et la contrebassiste que j'aime beaucoup me dit c'est important qu'on prenne soin les uns des autres. Et ben en fait, on est dans cette énergie-là, dans cette vibration-là. Donc peut-être que là où l'année 2025, c'était avec ce 5 à la fin, c'était une année où nous étions invités collectivement à accueillir l'inattendu, à évoluer, à ramener du vivant, du mouvement de vie pour nous libérer aussi. Recontacter ce vivant intérieur dans une forme de libération de soi à l'écoute de nous-mêmes, de nos besoins, dans cette vibration de tendresse, de lien à soi et à l'autre, etc. Et avec la vibration 2026, ce 6 qui arrive derrière, là pour moi, l'année universelle 1, elle pourrait nous inviter à être dans le fait de nourrir l'amour pour soi, l'amour de soi et le fait de prendre des décisions en amour pour soi, de se positionner en amour pour soi, dans cette volonté, vocabulaire de l'année universelle 1, de nourrir l'harmonie, d'œuvrer à l'harmonie collective et individuelle. Euh, et j'aime bien l'idée aussi, cette invitation de révéler l'artiste en soi et de révéler l'œuvre d'art que nous pouvons co-créer collectivement, avec toujours cette vibration 6. Et dans le fait que ce centenaire, c'est un centenaire euh, qui est le centenaire 0 du millénaire 2000, eh bien là, il y a tout à inventer, tout à créer. Le champ des possibles s'ouvre à nous sur un plan collectif. Voilà. Donc, évidemment, quand on observe l'actualité mondiale, eh ben, ça fait douter de la bonne réception du message vibratoire. Mais là où ce qu'on pourrait aussi... en fait, j'ai regardé et je me souviens d'un webinaire que Delphine Ragon avait animé en 2022, au tout début de l'année 2022, où elle expliquait justement euh, toute la vibration du 6 et la question de l'harmonie du 6, et puis nourrie par tous ces deux, 2022. Et c'était justement à ce moment-là qu'avait débuté le conflit en Ukraine et que l'Ukraine avait été envahie par la Russie. Donc, elle expliquait aussi que justement, derrière cette vibration 6, il pouvait y avoir aussi beaucoup de disharmonie, de conflits, et avec le 2, de tension, de conflits, etc. Et j'ai regardé en fait l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'était le 24 février 2022, donc on est dans ces énergies du 2, du 6. Euh, euh, voilà, je dirais que pour moi ça résonne avec ces énergies de 2026 et ça m'a permis de mettre du sens aussi sur ce qui se joue sur un plan collectif. Moi, ce que je ressens, c'est ce que ça m'indique en tous les cas, l'intelligence, la sagesse des nombres, ce qu'elle m'indique, c'est il y a une espèce de dualité depuis bien longtemps maintenant, une dualité entre deux visions du monde. Un ancien monde au sein duquel priment les luttes de pouvoir. Et moi, je vais vous inviter dans la suite à appréhender le pouvoir sous un autre angle. Mais là, être dans des luttes de pouvoir avec empreinte d'une énergie masculine toxique. Excusez-moi, c'est pas contre les hommes que je dis ça, vous le savez très bien, mais c'est sur le plan vibratoire et les femmes aussi peuvent porter en elles ce masculin toxique, hein, mais qui est vraiment dans un agir qui domine, dans un agir qui ne prend pas soin, dans un agir qui veut être l'autorité, le pouvoir. Et voilà, donc cette vision de l'ancien monde qui est aussi nourrie, à mon sens, par toute une philosophie qui s'est développée depuis déjà le siècle des Lumières, etc., qui est une philosophie rationaliste, dogmatique, où tout doit être prouvé, où il n'y a pas d'autre vision du monde possible que la preuve, ce que la science peut prouver. Donc, avec aussi cette forme de domination du scientifique rationaliste et dogmatique. Donc, pour moi, il y a cette vision-là qui est en train de s'étioler et qui est invitée à s'étioler parce qu'elle est plus du tout, elle est totalement obsolète par rapport à la direction que prend le monde aujourd'hui. Mais il y a encore
ces résistances, ces personnes de l'ancien monde, ces personnes qui veulent maintenir ou qui pensent qu'il n'y a pas d'autres, qui ont peur en fait d'accueillir les nouveaux mondes et qui continuent de nourrir cette pensée de l'ancien monde. Et à côté, il y a tout un pan de la société dont nous faisons partie, qui cherche en fait, qui cherche à nourrir autre chose, à nourrir d'autres mondes, à co-créer d'autres mondes, d'autres visions, à l'écoute, dans l'accueil de ce qui se présente, en nourrissant différents types de liens, même si les liens sont appelés à évoluer avec les nouvelles technologies et puis tout ce qui se présente, mais qui vont être plus connectés, où les ressentis, l'émotionnel, je le disais, la tendresse, l'écoute, la réceptivité va devenir un guide, nos guides pour nourrir nos rencontres et co-créer ensemble. Donc pour moi, ces nouveaux mondes, ils se créent à partir d'une alliance féconde entre cette énergie masculine et cette énergie féminine sacrée toutes les deux, du féminin et du masculin sacré. Il y a une vraie rencontre et une alliance qui peut être féconde. Voilà, donc à mon sens, c'est deux fois du 2 et ce 6 de 2026, bah, peut-être que on me posait la question hier de ma vision mondiale. Moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de la numérologie et de l'astrologie mondiale. J'aime plus observer comment les énergies collectives, elles nous, elles nous invitent, elles nous ouvrent des espaces sur un plan individuel. Mais voilà, je dirais que les énergies globales, que ce soit sur un plan astrologique ou numérologique, invitent à la paix et aux alliances fécondes, mais qu'il y a cette dualité sociétale, philosophique, politique, sociale, économique, voilà, qui ben, pourrait nous amener enfin, qui pourrait se creuser. Voilà. Et sur le plan astrologique, il y a des choses qui pourraient en attester, mais vous savez que moi, j'aime nourrir plutôt la vision lointaine qui va nous permettre justement de nous verticaliser et de cheminer ensemble vers quelque chose de co-créatif. Donc, j'aime pas trop parler des trucs qui sont pas constructifs en fait, parce que j'aime pas nourrir la peur et tout ça. Voilà. Et je me disais, mais bon, moi j'aime bien jouer avec les énergies des nombres, celles qui me connaissent, ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien un petit peu, voilà. Et je me disais que peut-être que finalement, la décennie 2020, c'est des nouveaux mondes en gestation. Parce que dans la vibration du 2, il y a cette vibration de gestation, cette vibration d'os utérine, cette vibration du maternel, de la mère. Et je me dis qu'on est peut-être dans une décennie de gestation de ces nouveaux mondes qui baignent encore dans des eaux utérines. Donc ça peut être flou, ça peut être trouble, c'est pas très clair. Et que peut-être que la fécondité de ces nouveaux mondes, elle sera révélée avec les années 2030, à partir des années 2030, et cette vibration 3 qui amènera justement l'expression de cette fécondité, de cette créativité collective. En plus, 2030, ce sera une année universelle 5, donc dans ce nouveau cycle engagé en 2026, bah peut-être que à partir de 2030, ça va être un moment, un tournant évolutif aussi sur un plan collectif, où justement ces nouveaux mondes en gestation pourront exprimer pleinement, s'exprimer pleinement, se révéler. Voilà. Ça, je l'ai dit, un petit peu la suite. Donc, à mon sens, les années 2020, et d'ailleurs, c'est intéressant d'observer que 2020, c'est quand même l'année des confinements successifs sur un plan mondial, l'année où beaucoup de personnes se sont forcément, étant confinées, sont revenues à elles-mêmes et ont commencé à se questionner intérieurement et où on a eu on a observé beaucoup de reconversions professionnelles, beaucoup une démultiplication des accompagnements en tout genre, des accompagnements thérapeutiques en tout genre. Et je me dis que peut-être que la décennie 2020, c'est une décennie finalement qui est éminemment thérapeutique parce que c'est fondamental dans cette décennie de se reconcevoir à l'état individuel pour pouvoir contribuer, mieux contribuer sur un plan collectif. Et que
pour pouvoir nourrir cette individuation co-créatrice dont j'ai commencé à parler et dont je vais parler, eh bien, on a besoin d'individus qui soient bien verticaux, qui incarnent pleinement une forme d'accomplissement, mais même si on sait que l'accomplissement, c'est le chemin d'une vie, et encore, mais en tous les cas, qui sont en paix avec eux-mêmes. Voilà, des individus qui vont avoir trouvé cet état de paix intérieure pour pouvoir mettre leur singularité au service de quelque chose de plus grand, quel que soit le plan collectif dont on parle. Parce qu'on sait très bien que même les contributions sur un plan micro-collectif, de toute façon, ça contribue à nourrir plus grand derrière. Je dirais que même la famille, c'est un plan collectif, en fait. Et qu'à partir du moment où on se reconçoit soi-même et qu'on peut être en paix avec soi-même, aller contacter sa lumière, eh bien, ça a des effets qui sont très manifestes et dans les micro-collectifs que peuvent être le couple, la famille, les liens parents-enfants, etc. Et que ça commence par là aussi. Voilà. Euh, voilà un petit peu sur le plan numérologique ce que ça m'inspire là cette année 2026 en quelques mots, parce qu'il y a un gros chapitre astro derrière, plusieurs gros chapitres astro qui vont tous dans le même sens, vous allez le voir, mais qui me semble vraiment important d'aller observer. Donc, sur le plan astrologique, on a des grands transits en 2026 qui ont commencé en 2025 et même en 2024, puisque depuis le mois de novembre 2024, Pluton, qui est la planète la plus lente sur un plan astrologique, qui reste 20 ans dans chaque signe, et ben Pluton est entré dans le signe du Verseau pour 20 ans. Donc il y a eu déjà un changement d'énergie assez important mené par Pluton. Et dans les 8 mois qui ont suivi, toutes les planètes lentes ont changé de signe. C'est-à-dire qu'après Pluton, on a eu Saturne et Neptune qui sont passés du Poisson au Bélier et Uranus qui est passé du Taureau au Gémeaux. On a eu aussi Jupiter qui est passé des Gémeaux au Cancer. Et puis sur la fin d'année, Uranus, Neptune, Saturne ont rétrogradé et sont revenus. Rétrogradés, ça veut dire que du point de vue terrestre, on a l'impression que les planètes reculent, elles partent en arrière. Et donc, elles sont retournées dans les signes Poisson et Taureau. Pluton n'a pas bougé, ne bouge plus du Verseau pour les 20 prochaines années, mais ces 3 autres planètes-là, elles sont retournées en arrière et l'automne s'est passé dans un bain, je dirais, vibratoire, d'énergie ancienne. Et là, à partir du début 2026, toutes ces planètes, elles repassent dans ces nouveaux signes et pour s'y installer, puis faire leur chemin, chacune selon la durée qu'elles vont parcourir dans chacun de ces signes. Ce qui est quand même, ça je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est que, alors je ne sais plus son nom, mais il y a un historien de l'astrologie qui a fait des recherches et qui est remonté jusqu'à l'an 0 et qui n'a pas observé ce type de grand transit collectif ça n'a jamais eu lieu depuis l'an 0 en tous les cas. Donc on pourrait dire presque, enfin on ne sait pas, mais ça semble être une première mondiale que toutes ces planètes-là bougent en même temps, changent de signe en même temps, et en plus elles changent toutes pour aller dans des énergies qui dialoguent harmonieusement les unes avec les autres. Elles viennent toutes dialoguer harmonieusement. C'est comme si dans l'air, il y avait tout un ensemble d'alliés invisibles qui se tenaient tous et toutes la main et qui nous accompagnaient vers cette co-création collective-là. De manière, en tous les cas, en nous proposant, oui, des alliances, un dialogue qui soit très harmonieux. Donc, ça semble ouvrir des perspectives plutôt en tous les cas, de renouvellement. Voilà. Mais pour du mieux, pour aller vers du mieux. Et donc, on passe effectivement toutes ces planètes, elles étaient dans des signes d'eau et de terre
Poisson, Taureau, et puis Pluton, avant d'entrer en Verseau, était en Capricorne. Donc là, c'est plutôt des énergies, les énergies d'eau, ça va être plus des énergies de gestation, et de terre, la terre, c'est de la construction, ça bâtit, hein, mais doucement. On est dans quelque chose d'assez lent, où c'est comme si c'était quelque chose d'assez souterrain qui se construisait depuis, avec Pluton depuis 2 décennies, où il fallait euh, euh, comment déconstruire tout un ensemble d'anciens systèmes de croyances. Pluton Capricorne, c'est vraiment ça, hein, c'est la destruction de systèmes de croyances poussiéreux, de structures d'autorité obsolètes, poussiéreuses, de ce dont j'ai parlé là, de cet ancien monde, pour aller vers les nouveaux paradigmes du Verseau. Et toutes ces planètes, elles ont commencé à arriver en 2025 et elles arrivent pleinement en 2026. Elles reviennent pleinement en 2026 dans des signes d'air et de feu, notamment le Verseau pour Pluton, mais Gémeaux et Bélier. Et donc là, c'est le nouveau souffle, hein. Le feu, ben, c'est cette flamme, hein, c'est cette flamme créative, je dirais, qui nous éclaire intérieurement. Et puis, avec l'eau qui souffle dessus, et ben, ça la tient vive et ça la fait grandir, cette flamme. Donc, on est vraiment dans cette vibration de renaissance créative sur un plan collectif. Voilà. Et donc, voilà, bon, je vais vous parler progressivement des différents transits, mais on va voir que tout va dans le même sens. Donc ça, c'est plutôt rassurant parce qu'il n'y a pas de grande friction vibratoire, je dirais. Toutes les énergies vont dans le même sens. Donc Pluton Verseau, c'est en étudiant Pluton Verseau que ça c'est une vieille diapo, enfin une diapo du bilan 2024 que j'ai fait, que je vous représente là parce que je la trouve très juste pour introduire un petit peu tout l'enjeu de cette année 2026. C'est Pluton Verseau, c'est vraiment l'invitation à réfléchir comment on veut faire société autrement. Et donc, c'est là où il y a tout ce que je vous disais autour de cet individualisme collaboratif et fraternel, où l'individualisme, c'est plus un gros mot, dans le sens où euh, l'individualisme, il implique un retour à soi pour mieux contribuer, collaborer, mieux se connaître, avoir mieux conscience de ses talents, de sa singularité, bien les incarner pour mieux les mettre au service des autres, du collectif, du monde. Et c'est là où moi j'aime bien la formulation d'individuation co-créatrice. L'individuation, je vous en ai déjà parlé, c'est un processus qui a été étudié par le psychanalyste Jung. Et en astrologie, il y a plusieurs étapes de l'individuation. La première étape, c'est l'étape du choix de la direction personnelle. C'est l'étape de Mars. Quand je peux quitter les bras de mes parents pour ramper ou commencer à marcher et choisir la direction dans laquelle je vais. On pourrait se dire que 2026, ça pourrait vibrer cette première étape d'individuation d'une certaine manière parce que c'est une année qui vibre 1. Et à mon sens, dans le processus d'individuation, sur le plan numérologique, la vibration du 1, c'est cette première étape de Mars. La deuxième étape, c'est l'étape de Saturne. Saturne, c'est je deviens ma propre autorité. C'est moi qui fais ma propre loi, je deviens ma propre autorité, même si je reste encore imprégnée des transmissions du passé. Et donc, si on fait le parallèle sur le plan numérologique, on pourrait se dire que la vibration du 4, ce serait une vibration qui vibrerait seconde étape de l'individuation. Comment, à partir de tout ce qui m'a été transmis, j'édifie mon propre chemin. Et puis, la troisième étape, c'est cette étape d'Uranus. Uranus, c'est la planète qui correspond à l'énergie Verseau. C'est pour ça que je parle de ça. Et Uranus nous dit qu'au-delà d'être né dans une famille à une certaine époque, au-delà d'être voilà, la fille ou le fils de tel parent, eh bien, je suis un être spirituel, un individu qui vient s'incarner sur cette terre
pour évoluer, progresser et mettre mon évolution au service de plus grand que moi. Et donc, c'est ça, à mon sens, l'invitation de Pluton en Verseau. Et c'est ça aussi, à mon sens, qui doit guider ce retour à soi de 2026. Individuation co-créatrice. Comment, en me déployant moi-même, eh bien, je peux me mettre au service. Donc, l'enjeu, c'est véritablement de se penser comme un maillon précieux et indispensable de la grande chaîne humaine. Mettre ses talents au service d'une évolution, qu'elle soit familiale, sociale, politique, philosophique, que ça se passe dans un groupe d'amis, dans n'importe quel groupe d'ailleurs. Voilà, donc d'être dans ça c'est l'invitation de Pluton sur les 20 années, là, observer le nouveau soi en émergence. Et il se trouve que cette année, Pluton dialogue harmonieusement, comme je vous l'ai dit, avec une autre planète qui est Uranus. Et Uranus, cette planète-là, je vais vous montrer une carte après, eh bien, il se trouve que c'est la planète qui est liée. En astrologie, il y a des analogies. Les signes correspondent à des planètes qui correspondent à des maisons. Et Uranus, c'est la planète du Verseau. Donc, Pluton et Uranus dialoguent harmonieusement ensemble. Et là où Pluton, c'est le cycle de mort-renaissance, c'est l'alchimiste du zodiaque qui nous invite voilà, à cette individuation, en tous les cas en Verseau co-créatrice, à nous transpersonnaliser, etc. Uranus, mais je dirais que Pluton, on est dans un cheminement souterrain avec Pluton encore. C'est quelque chose qu'on ne peut pas observer, qui arrive pas subitement, soudainement dans nos vies. C'est des transformations de fond auxquelles on ne peut pas résister, parce que ça peut être très douloureux d'y résister, qui se font, mais qui vont se faire progressivement dans le temps. C'est la planète la plus lente du zodiaque. Mais Uranus, elle, c'est la planète du réveil, de l'inattendu, de la rupture brutale. C'est la planète de l'innovation, c'est la planète de l'éveil. Et donc, possiblement, c'est la planète aussi de la révolution. C'est une planète qui nous invite, notamment quand elle est en Gémeaux, Gémeaux, qui est le signe de la pensée, des échanges, de la communication, à éveiller notre pensée, à révolutionner notre manière de penser, notre manière de communiquer. Donc là, on est vraiment avec Uranus Gémeaux, une libération de schémas mentaux conditionnés. Et d'ailleurs, c'est intéressant de faire le parallèle avec l'axe des nœuds lunaires, je vais en parler tout à l'heure, qui est encore jusqu'au mois de juillet dans l'axe Vierge-Poisson. Et moi, j'aime bien dire que le nœud sud en Vierge, c'est une invitation à sortir des enfermements du mental. Et donc là, Uranus nous aide à ça. Alors, ça peut être un peu soudain, mais ça ne veut pas dire que ça doit être brutal et violent. Ça peut être soudain parce que quand on chemine en conscience, Uranus, ça peut être des prises de conscience. Ça peut ne pas venir de l'extérieur. Ça peut être des prises de conscience où il y a 3 secondes et demie, cette réalité, cette vérité n'existait même pas dans mon univers de sens. Et tout d'un coup, j'ai cette fulgurance. Et c'est évident. C'est ma vérité, je le sais. Il y a quelque chose à l'intérieur qui sait. Et bien, c'est ça, Uranus. Mais si ou quand on n'est pas à l'écoute de ce qui nous descend comme ça, de ces fulgurances, de ces petites voix intérieures, alors ça peut être des sons, des mots, des ressentis corporels. Quand on n'est pas à l'écoute de ça, ça peut venir de l'extérieur et quand ça vient de l'extérieur, on sait que c'est moins sympa. Mais en Gémeaux, Uranus Gémeaux, c'est vraiment un souffle de renouveau. Gémeaux, c'est de l'air, c'est de la légèreté, c'est de la rencontre, des échanges, de la communication, des transmissions, de l'enseignement. Et avec Uranus, nouveau paradigme, nouvelle manière de communiquer, de transmettre, d'enseigner, d'échanger, de se relier. Voilà, il peut y avoir plein de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir le monde qui peuvent arriver. Et ça va dialoguer harmonieusement avec Pluton, avec ce Pluton Verseau. Donc c'est plutôt assez chouette. Uranus revient en Gémeaux fin avril, à partir du 26 avril. Donc pendant ces 4 premiers mois, c'est les derniers. Je dirais que le Uranus actuellement, il est revenu en Taureau depuis le mois de septembre, octobre. Et Uranus Taureau, autant Uranus Gémeaux, Uranus est très à l'aise en Gémeaux parce que c'est
cette planète-là très connectée avec ces savoirs qui viennent de plus haut, ces enseignements qui viennent de plus haut, dans un signe d'air, d'ouverture, voilà, d'échange de pensée et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui se nourrit mutuellement. Là où Uranus en taureau, c'est l'énergie de l'évolution, de la révolution, du renouveau, de l'inattendu dans un signe qui redoute plus que tout que les choses changent. Taureau, on est vraiment dans il ne faut pas que ça change parce que j'ai besoin de me sentir en sécurité. Et donc, mon monde ne peut pas bouger. Donc, à l'énergie taureau, on est plutôt dans une énergie qui peut avoir tendance à engluer dans l'ombre. Dans la lumière, la vibration de taureau est extraordinaire de ses enseignements aussi. Mais dans l'ombre, ça peut être ça. Et là, ça fait 7 ans qu'Uranus en taureau vient sacrément challenger, justement nous aider, enfin nous forcer parfois à nous désengluer, à sortir de ces zones de connu, qui peuvent être des zones d'enfermement. Donc là, je dirais qu'on est dans les derniers mois, les derniers 4 mois d'Uranus en taureau, où ce qui a encore besoin d'être libéré sur le plan de ce qu'on conserve ou de ce à quoi on s'accroche du passé, de l'ancien, eh bien, c'est le moment d'accepter d'ouvrir les mains et de laisser tout ça partir. Voilà. On est sur le plan des croyances et de la pensée, bien sûr. Donc, l'enjeu ici, c'est clairement, je vous ai parlé de l'individuation co-créatrice, on est avec Uranus, 3e étape de l'individuation, un enjeu d'individuation, de libération du soi. Et le soi, c'est ce concept jungien, qui évoque la liberté d'être et de penser, excusez la faute d'orthographe, mais ça peut s'écrire comme ça aussi, la liberté d'être et de penser en intégrant créativement les multiples facettes de nos personnalités. La vibration Gémeaux, elle nous invite à ça, en fait. Le Gémeaux, il est souvent défini comme un signe volatile, un signe qui est justement dans la girouette, la dualité. On ne peut pas compter sur lui. Un coup, il a une facette, un coup, il en a une autre. Mais sur un plan évolutif, la vibration des Gémeaux, c'est une invitation à réintégrer les différentes facettes de soi. Parce que tout ça, ça constitue l'être que l'on est et la richesse et la singularité de l'être que l'on est. Et en fait, le processus d'individuation, la libération du soi, c'est ça que ça nous invite à faire, à observer les différentes facettes de nous-mêmes et à accepter de les faire dialoguer harmonieusement. Un jour, j'avais fait une séance thérapeutique avec ma thérapeute qui m'avait fait faire un petit exercice sur les différentes voix dans ma tête. Donc, il y en avait un paquet. Et les différentes voix dans ma tête, il y en avait 10 à ce moment-là. Et en fait, ce qui avait émergé tout de suite, c'est qu'elles n'étaient pas d'accord. Donc, c'était compliqué parce qu'à chaque fois que je devais prendre une décision, eh ben, c'était réunion du conseil d'administration où chacune des voix, en fait, prêchait pour sa paroisse et elles ne se comprenaient pas, elles ne s'écoutaient pas. Et puis, donc, on les a fait dialoguer progressivement et pour qu'elles puissent arriver à quelque chose de co-créatif tout ensemble. Donc, c'est intéressant parce que je trouve que, et moi, je suis ascendant Gémeaux, et voilà, donc je trouve qu'on est exactement là-dedans avec Uranus Gémeaux aussi. C'est d'amener un dialogue entre différentes facettes de soi qui pourraient sembler au départ ne pas pouvoir dialoguer harmonieusement ou sur un même plan. Voilà. Donc le trigone Pluton-Uranus, je vous ai mis, c'est la carte du jour parce qu'au 1er janvier, il n'y a pas encore ce trigone. Mais en fait, ce trigone, c'est ça en fait. Le trigone, c'est ce trait bleu, là, cet aspect bleu que je suis en train de surligner, qui relie Pluton avec Uranus. Voilà, ces deux planètes-là. Et donc, ça fait déjà un petit moment que ce trigone, il est là. Même quand elle rétrograde, même quand Uranus repart en taureau, elle reste en trigone avec Pluton, parce que Pluton est au tout début, avance très lentement, donc est au tout début du signe des Verseaux. Donc, ça doit faire au moins, alors, je n'ai pas regardé avec exactitude, mais ça fait bien une année, ou plusieurs mois en tous les cas, que ce trigone est déjà là. Et il va encore rester nous accompagner pendant au moins 2 ans. Alors parfois plus ou moins, elles sont parfois plus ou moins en lien. Parfois les planètes, elles vont
prendre chacune un petit peu leur élan de leur côté, mais elles reviennent tout le temps dans ce dialogue. Régulièrement, on retrouve ce trigone-là dans les cartes du ciel sur toute l'année 2026 et j'ai regardé toute l'année 2027 aussi, un petit peu par moment en 2028 aussi. Donc, ce qui est chouette avec le trigone, c'est que c'est un aspect de coopération naturelle, fluide, harmonieuse. Et donc là, ce qu'on peut se dire, c'est que les transformations profondes, hein, cette alchimie à laquelle nous invite Pluton sur un plan collectif et individuel, selon les maisons astrologiques dans lesquelles tombe Pluton, je ferai certainement une causerie où je reviendrai aussi, comme je disais, en janvier-février sur cette dimension. Ces transformations profondes, elles sont facilitées par le changement de regard, le changement de focus, le changement de mode de pensée que nous invite à adopter Uranus. Voilà. Donc, l'avènement des nouvelles structures avec Pluton Verseau, en fait, il est permis par, ou il peut être facilité, permis, enfin facilité plus que permis même, pendant toute cette année 2026, par la révolution des croyances que l'on pouvait avoir et qui nourrissaient l'ancien monde. Donc, il y a vraiment, à mon sens, cette histoire-là de Trigone Pluton-Uranus, Verseau Gémeaux, on est dans une révolution des croyances, révolution d'une vision du monde. Une manière de penser le monde et de se penser dans le monde. Donc, sur un plan thérapeutique, parce que vous savez que moi, c'est mon domaine, sur un plan thérapeutique, le trigone Pluton-Uranus, il peut favoriser la mise en mots de non-dits, de secrets cristallisés depuis longtemps, favoriser la compréhension soudaine et la libération de loyautés inconscientes, parce que justement, ces fulgurances arrivent. D'un coup, tout d'un coup, je comprends, mais je comprends dans ma tête, mais ça descend dans mon corps, dans mes cellules. Hein. Je disais, la décennie 2020 sur le plan numérologique, c'est un nouveau monde en gestation. Et c'est aussi comment chaque être que nous sommes chacun un monde en soi et un nouveau monde en gestation. Chaque être. Voilà. Donc, c'est une possibilité de cesser de porter le clan en s'autorisant à dire, à verbaliser autrement, à s'affranchir, mais sans couper les liens. Juste en redéfinissant autrement les liens. Et ça, c'est vraiment ce que Pluton et Uranus nous aident à cesser de porter le clan ou de porter, si on sort du plan transgénérationnel ou familial, à cesser de porter aussi la conscience collective ou l'inconscient collectif, les croyances collectives, vous voyez, en s'autorisant voilà, à voir les choses sous un autre angle et à verbaliser ce que l'on conçoit autrement. Il y a une forme de désencombrement possible en conscience des mémoires, du mental, de l'inconscient. Une révolution intérieure qui passe par un changement de regard sur soi, une réécriture créative, ça c'est vraiment Uranus Gémeaux, de notre propre histoire pour mieux mettre chacun, chacune, notre singularité au service du collectif. Et je vous ai mis cette petite image du homard parce que j'aime bien la métaphore utilisée par Dolto pour parler de la crise d'adolescence de la mue du homard, parce que je trouve qu'on est vraiment dans cette énergie-là. La mue du homard, c'est particulier. Quand le homard, en fait, il grandit, il est à l'étroit dans sa carapace, dans sa carcasse. Donc, en fait, mais sauf que s'il s'en défait trop vite ou n'importe où, il devient extrêmement vulnérable parce qu'il a plus il peut pas se protéger, ça devient une proie. Donc, il va avoir besoin, le homard, d'aller chercher un lieu au sein duquel il va pouvoir se sécuriser, un lieu au sein duquel il va pouvoir se sentir pleinement en sécurité pour pouvoir s'autoriser à se défaire de son ancienne carapace et attendre que la nouvelle carapace qui va lui permettre de grandir, parce qu'elle sera plus ample, plus grande, elle lui offrira plus d'espace, et bien pour attendre que cette nouvelle carapace, elle repousse et qu'elle redevienne suffisamment solide pour se réouvrir au monde. Et bien moi, c'est ce que ça m'inspire, les énergies du moment. Et on va voir combien c'est renforcé par les autres transits euh, au-delà de Pluton-Uranus. Donc, un autre des transits très importants qui est là aussi depuis fort longtemps, qui nous accompagne
depuis plus d'un an, depuis un an, c'est la conjonction Saturne avec Neptune. Ces deux planètes-là. Ce sont deux planètes qui ne parlent pas franchement de la même chose au départ, hein. Avec Saturne, on est plutôt dans une énergie de responsabilité, de structure, de loi intérieure. Alors, ça peut être ce qu'on appelle la loi du père, hein, la loi extérieure qui s'impose à l'intérieur. Et c'est ce que Freud, il appellerait le surmoi. C'est toute cette petite voix qui nous empêche, qui ne nous autorise pas à être pleinement. Bah, Saturne, ça peut endosser ce costume-là. Mais Saturne, c'est aussi, donc ça peut être aussi tout ce qui est de l'ordre de la solitude, mais d'une solitude mal vécue, de la lenteur, des blocages, de la perte. Et tout l'enseignement de Saturne, c'est de devenir justement une solitude bien vécue, c'est-à-dire d'entendre que le chemin qui s'opère, c'est un chemin qui est avant tout solitaire. Un chemin solitaire où je prends mes responsabilités, je mûris, je deviens une adulte, j'édifie ma loi intérieure en fidélité à moi-même et je peux effectivement être amenée à me dépouiller de l'essentiel et pour en revenir à l'essentiel, à moi. C'est une vibration qui va être assez ascétique, la vibration saturnienne qui demande de fournir des efforts, d'être persévérant. Et à côté, on a Neptune, Neptune, c'est une planète dans l'ombre qui amène du flou, qui nous invite à la dissolution, mais qui peut amener de la confusion. C'est la planète qui nous parle de l'inconscient collectif, donc une difficulté à poser des limites entre moi et le monde, entre moi et l'autre. Et en même temps, Neptune, c'est la planète qui va nous parler du divin en chacun, qui va nous parler de l'idéal, qui va nous parler de la foi, qui va nous parler de l'accueil inconditionnel, de l'amour transcendantal, de toute la dimension sacrée de l'existence, de nos aspirations profondes, de cette reliance à plus grand que soi, qui peut amener cette clairvoyance justement quand elle est aussi associée à Saturne. Donc en fait, tout le message de cette conjonction depuis un an, où la conjonction était en poisson, dans la vibration poisson, c'est, je dirais, de revenir à soi pour clarifier, pour voir clairement ses aspirations et commencer à bâtir, construire ses rêves, ce à quoi on aspire profondément. Saturne, elle est fantastique en ce potentiel de structuration, de matérialisation, de manifestation dans la matière qu'elle nous offre. Et là où, avec la vibration poisson, on peut être un peu perché dans le ciel, bah justement, Saturne, elle nous dit c'est sur Terre que ça se passe. Donc, en poisson, là, on est vraiment sur... pardon. Hop. En août, trop vite. En poisson, c'était vraiment l'invitation, et on y est encore pour quelques mois, à entendre cet appel intérieur des aspirations profondes, tout en prenant de la distance avec l'inconscient collectif pour clarifier ce qui nous nourrit, ce qui vibre à l'intérieur de chacun de nous. Et sur un plan collectif, on l'a bien vu, hein, depuis que Neptune est en poisson, ça fait à peu près 14-15 ans, il y a comme à 14 ans à peu près, il y a quelque chose de l'ordre, en tout cas, il y a tout un enjeu autour du spirituel, de renaissance spirituelle, de l'humain et de comment on vit en société, etc. Ça a toujours été le cas, vous me direz, mais il y a quelque chose de particulier quand même ces derniers temps. Donc, en poisson, ces deux planètes-là, cette conjonction, elle nous parle de l'appel du divin en soi. Et moi, j'aime bien parler de poésie intérieure, de reconnecter, de s'ouvrir, d'accueillir pleinement sa poésie intérieure, avec l'invitation de prendre pleinement ses responsabilités avec maturité, Saturne, dans la matérialisation de tout ça, dans le concret, dans notre existence concrète. Ça, c'est en poisson. Et donc, nourri de ces enseignements, en bélier, on est dans ce nouveau souffle. Bélier, c'est le signe qui arrive juste après, là. Et ces deux planètes-là, elles y arrivent, l'une fin janvier, l'autre tout début février, donc elles se suivent vraiment. Et là, le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est le signe du printemps. La nature renaît.
avec force et courage. Les petites pousses, elles vont hop, sortir de la terre. Il y a vraiment cette dimension de renaissance avec Saturne pour structurer, matérialiser ses idéaux Neptune, en passant à l'action en bélier, avec audace, courage, volonté. Chemin solitaire, comme je vous disais, qui demande persévérance, patience, pragmatisme, mais tout en nourrissant la foi et en se laissant ou en accueillant déjà le fait que l'on soit guidé, que l'on puisse être guidé par plus grand que soi. Donc il y a vraiment ce que je disais, cette invitation avec tous ces 2-2-6 numérologiques, d'être très à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous pour pouvoir justement prendre conscience qu'on est guidé et de se laisser guider sur le chemin de ce qui vibre intérieurement. Avec le bélier, vibration bélier, Neptune, Saturne, une renaissance possible, un nouveau souffle en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de l'éveil, du nouveau souffle, de la renaissance. Après, le souci, c'est que le bélier, c'est un guerrier, c'est un combattant. Il croit des fois, il croit, le bélier, qu'il doit lutter, qu'il doit y aller en force. Et quand il y a Saturne en bélier, il peut croire qu'il a raison, que c'est lui le chef. C'est un chef, hein, le bélier. Mais c'est un chef lumineux, au service du collectif. Il montre le chemin pour les autres. Mais c'est pas c'est pas un chef autoritaire. Mais avec Saturne bélier, il peut y avoir cette déviance. Et puis, Neptune, Neptune, c'est une planète qui peut nous parler d'eau, qui nous parle d'eau, mais qui peut nous parler de gaz aussi. Donc, le feu et le gaz, ça crée des explosions. Donc, en fait, là, l'enjeu, ça va être d'identifier quels sont les combats lumineux à nourrir, à mener. Parce qu'il peut y avoir justement tellement de confusion avec Neptune. Et puis, ces résistances des croyances de l'ancien monde avec Saturne qui peuvent mener justement à nourrir les mauvais combats et des combats qui peuvent détruire plutôt que alimenter la paix. Parce qu'avec Neptune Bélier, on est dans un éveil de la paix, une renaissance de la paix. Donc sur un plan mondial, ça pourrait nous dire qu'on peut cheminer vers la paix dans le monde, mais avec les déviances possibles. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Ah oui, ce que je voulais vous dire, voilà, Neptune. Alors, Saturne va avancer plus vite que Neptune. Neptune, elle va rester en bélier jusqu'en 2039, là où Saturne en sortira en 2028. Donc, la conjonction entre les deux, elle va se terminer à peu près au mois d'avril. Et ça fera un peu plus d'un an que les planètes seront vraiment proches en conjonction, ça veut dire à côté l'une de l'autre. Voilà. Et après, à partir de 2028, elles seront plus dans le même signe. Voilà. Et donc, une autre planète, la dernière des planètes lentes, même si celle-là, elle est plus rapide parce qu'elle reste un an dans chaque signe, donc elle bouge plus vite. Ses effets sont moins importants, mais je trouve que ça vient bien nourrir tout ce processus aussi. C'est Jupiter. Jupiter, ce qu'il faut savoir, c'est que là où Jupiter passe, quelque chose cherche à grandir. Jupiter, c'est une planète qui nous parle de croissance, d'expansion, d'opportunités, mais ça nous parle aussi, notamment de valeurs morales. Est-ce que vous pouvez couper vos micros parce que j'ai de l'écho? Si c'est possible. Donc, de sens, de valeurs morales. Et c'est aussi une planète qui nous parle de foi, de confiance en la vie. Et donc là, en ce moment, jusqu'au mois de juin, Jupiter est dans le signe du Cancer. Donc Jupiter dans le signe du Cancer, ce qui a besoin de grandir, c'est mon besoin de sécurité intérieure. Je vous disais tout à l'heure, quand je vous parlais de... c'est quand je vous parlais de quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qui a besoin de se sécuriser? Je vous disais ça tout à l'heure, ce qui a besoin de se sécuriser intérieurement. Eh bien, là, justement, Jupiter Cancer, ça nous aide. Jupiter Cancer, il nous aide à nous poser la question de quoi ai-je besoin pour me sentir intérieurement en sécurité. Tout l'enjeu de Jupiter Cancer, c'est de nourrir ce besoin de sécurité intérieure,
de nourriture affective, d'écoute de soi, de soins de soi et des autres. C'est un processus Jupiter-Cancer de gestation féconde de soi et d'autrui. Parce que Jupiter, c'est aussi un signe qui parle d'excès. Et avec Jupiter-Cancer, il peut y avoir un excès de peur, un excès de sentiment de vulnérabilité, la mue du homard. Eh oui, c'est quand je parlais de la mue du homard, justement. Excès de sentiment de vulnérabilité, la mue du homard. Excès de sentiment de manque, excès de repli sur soi, excès de dépendance affective, excès de compensation émotionnelle. Donc là, avec Jupiter-Cancer, l'importance, ça va être de s'accueillir dans ces zones de vulnérabilité, dans ses peurs, dans son sentiment de manque, dans son besoin de repli, etc. D'accueillir cet enfant intérieur qui a pu être blessé. Ça va être fondamental, et ça, c'est l'histoire d'une responsabilité pour sortir d'une forme d'excès d'infantilisme aussi, parce que le cancer, c'est un signe qui peut être très infantile. Donc, sortir d'un excès d'infantilisme en prenant la responsabilité de guérir les blessures du lien qu'on peut avoir. Parce que je vous l'ai dit, que ce qui est absolument fondamental, c'est de réinventer le lien, la manière dont on fait le lien. Donc, reconnaître un lieu de sécurité en soi. Le homard, il a besoin d'aller trouver sous la mer, dans l'océan, un espace où il sera en sécurité pour pouvoir changer de carapace. Mais en tant qu'être humain, eh bien, c'est à l'intérieur qu'on doit apprendre à nourrir cette sécurité qui va ensuite permettre une réouverture féconde au monde. Donc, le message de Jupiter en Cancer, c'est « je me sécurise ». Et à partir du 30 juin, Jupiter arrive en Lion. Et Jupiter en Lion, eh bien là, le besoin, il est celui de grandir par l'expression de soi, en ayant nourri la sécurité intérieure et donc nourri la confiance en soi. Parce que la vibration Lion, c'est une vibration qui nous parle de confiance en soi, pour pouvoir exprimer qui je suis, exprimer mes talents. Avec la vibration Jupiter-Lion, il peut y avoir un excès de dévalorisation et un besoin excessif d'approbation extérieure, de validation extérieure, de reconnaissance, mais aussi un besoin excessif ou un orgueil excessif, beaucoup de frustration parce que je ne me sens pas reconnue comme je le voudrais, et de l'agressivité ou des masques, des mises en scène de soi pour plaire. Donc là, vraiment, l'invitation, c'est de reconnaître chacune nos talents et de grandir en exprimant ces talents, de faire grandir notre pouvoir intérieur. Et là, le pouvoir au sens noble du terme, qui a un double sens, pouvoir comme capacité, je suis capable de, et le pouvoir comme autorisation, je peux, je m'autorise à. Et donc, je m'autorise à rayonner chaleureux depuis l'espace de mon cœur. Je m'autorise à rayonner au service. Je m'autorise à mettre mon rayonnement pour inspirer d'autres. Je m'autorise à créer, à être créatif et à mettre cette créativité au service. C'est ça le lion, en fait. La vibration lion dans sa lumière, elle monte sur scène pour pouvoir offrir au monde ses talents. Donc, c'est vraiment l'invitation là. J'ose exprimer qui je suis, mes talents, avec confiance et assurance, car je me reconnais moi-même. Ça, c'est vraiment l'invitation Jupiter-Cancer, Jupiter-Lion, pardon, à partir de la fin du mois de juin, donc à partir de l'été. Voilà, donc je dirais que le questionnement associé à Jupiter-Lion, ce serait qu'est-ce qui en moi demande à être vu, reconnu et offert au monde? Pour nous aider là-dedans, eh bien, les nœuds lunaires vont passer dans l'axe Verseau-Lion. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, couper vos audios parce que ça fait du Larsen et je pense qu'à l'écoute, ça doit être... et je ne peux pas, moi, couper vos audios, en fait. Je ne peux plus le faire comme je suis en partage d'écran. Voilà. Donc, les nœuds lunaires, ils sont depuis un an, enfin, en tous les cas, en juillet 2026, ils seront depuis 1 an et demi, ils changent d'axe toutes les années et demie, tous les 18 mois. Et donc, jusqu'à présent, les nœuds lunaires, ils sont toujours dans l'axe
Vierge, Poisson. Nœud sud Vierge, nœud nord Poisson. Donc, nœud sud Vierge, je vous l'ai dit, c'est sortir des enfermements du mental, du besoin de contrôler mon monde, parce que j'ai peur que mon monde intellectuel s'effondre, de la manière dont je conçois le monde s'effondre. Et puis aussi sortir d'une forme de perfectionnisme, de surexigence, en fait sortir d'un hyper-contrôle multidimensionnel, mais qui passe beaucoup par le mental, pour aller vers le nœud nord. Et le nœud nord, on est vraiment dans nœud nord poisson, se laisser guider par plus grand que soi. Donc c'est ce dont il était question, ce que j'ai déjà évoqué. Et donc là, les nœuds lunaires, fin juillet, ils passent dans l'axe Verseau-Lion et ils vont justement nourrir ce transit de Jupiter en Lion aussi et nourrir tout ce que j'ai évoqué jusqu'à maintenant. Parce que là, le passage des nœuds lunaires, le nœud sud sera en Lion et le nœud nord sera en Verseau. Le nœud sud, c'est la quête, enfin la vibration Lion, vous l'avez compris, c'est cette quête de reconnaissance, mais qui ne fait pas du bien, qui amène, qui est guidée par l'ego qui veut briller et qui peut amener beaucoup de frustration, des attentes de validation extérieure. Et la vibration Verseau, on l'a dit, c'est l'individuation co-créatrice. Donc là, le message des nœuds lunaires dans l'axe Verseau-Lion, c'est vraiment passer de je dois briller pour être aimé à je peux être moi-même parmi les autres et contribuer depuis l'espace de ma singularité. Le nœud sud, c'est tout ce qu'on doit lâcher. Toutes les mémoires, les vieux bagages, les zones d'enfermement et de confort aussi, hein, tout l'espace de survie, je dirais. Donc là, nœud sud-lion, lâchez l'ego blessé, lâchez le besoin de... Attendez, je vais... Parce que là, moi, j'ai une hypersensibilité auditive, donc ça interfère et ça me gêne en fait les sons de fond. Donc, je ne sais pas qui a son micro allumé, s'il vous plaît. Christian, est-ce que tu pourrais éteindre ton micro, s'il te plaît? J'ai presque terminé. Merci infiniment. Voilà, c'était ça. Donc, nœud sud-lion, lâcher l'ego blessé, le besoin de validation extérieure, lâcher l'orgueil, la croyance que je dois être performant. Comme je l'ai dit, lâcher les rôles, les masques, l'amour conditionnel. Je t'aime parce que tu es performant. Je t'aime parce que tu brilles et tu rayonnes. Je t'aime parce que tu me fais sentir important. Donc, il y a cette idée aussi de narcissisation de l'autre avec le lion. Et c'est sortir de ça, en fait. Et justement, de la confusion entre l'amour et l'admiration. C'est pas parce que je suis admirée que je suis aimée. Sortir de ça avec le lion pour cheminer vers le nœud nord Verseau, cette liberté d'être et de penser qui nous aide et qui nous invite à sortir des rôles assignés, à penser autrement, à nous relier avec l'autre et avec les autres depuis l'espace de notre singularité, à nous penser chacun chacune comme un maillon précieux et indispensable de la grande chaîne humaine, en mettant nos talents au service d'une évolution collective. C'est quitter le devant de la scène pour s'inscrire dans une œuvre collective, mettre son cœur au service de l'intelligence collective. Donc les questions qui peuvent se poser ici, qui peuvent se poser intérieurement, c'est qui serais-je si je n'avais rien à prouver à personne? À quelle œuvre collective ai-je envie de contribuer sans me suradapter, en étant librement soi-même? Je vous ai mis cette image de Scar, du roi lion, qui pour moi incarne malheureusement à la perfection l'archétype du lion dans toute son ombre. Voilà, et donc le dernier point, c'est la lune noire qui est en Sagittaire encore jusqu'au mois de septembre, enfin là qui rentre en Sagittaire, qui est en Sagittaire jusqu'au mois de septembre 2026. Après, la lune noire rentrera en Capricorne. La lune noire, elle transite assez rapidement, elle reste 9 mois dans chaque signe à peu près. Sauf que c'est quand même en transit, ça peut venir réveiller certaines blessures. Et j'avais envie justement, comme mot de la fin, de vous présenter ça parce que je trouve que c'est important au vu des enjeux collectifs et individuels qui se présentent là pour pouvoir édifier justement ce nouveau monde. Ça va être, avec la lune noire Sagittaire, ça peut réveiller des blessures d'exil, des blessures d'errance, une perte de sens, de direction, de foi, le fait de se sentir étranger au monde. Et donc, la lune noire, elle nous amène une exigence particulière. Avec la lune noire, où qu'elle soit, c'est
un point, un transit qui va amener de l'exigence. Une exigence parce qu'on ne peut plus se mentir, on ne peut pas voir les choses autrement. Et donc là, l'exigence, c'est de nourrir sa vision. Quoi et pourquoi? C'est quoi ce à quoi j'aspire? À quoi aspire-je? Et pourquoi? Comment ça va me faire sentir? Dans quelle direction j'entrevois que je pourrais aller? Et après, le comment ça va se mettre en place, on s'en fout. Les énergies collectives, universelles, globales seront à notre service si c'est juste. Mais il va y avoir ce besoin particulier de nourrir une vision. Et pour nourrir cette vision, de se questionner sur quelles sont mes valeurs, de nourrir cette quête de sens, de vérité intérieure. C'est quoi les valeurs que j'ai envie de nourrir et de poursuivre? Avec la vibration Sagittaire, on est là-dedans. Et une invitation à nourrir la foi. Parce qu'il peut y avoir, dans un chemin exigeant comme celui auquel on est appelé à cheminer tous ensemble, là, parfois des pertes de foi. On peut perdre la foi. Hein. Saturne, poisson. Saturne va sortir du poisson au mois de janvier, février, là, mais quand même, Saturne, poisson, ça peut amener aussi cette perte de foi. Et donc là, avec la lune noire Sagittaire, ça va être vraiment tout l'enjeu, nourrir sa vision, en questionnant ses valeurs, en nourrissant ses valeurs et en nourrissant la foi. Voilà ce que je peux vous dire pour cette causerie et pour éclairer un petit peu ce qui va se jouer, à mon sens, en 2026. Donc, je vais étendre l'enregistrement et on va pouvoir échanger. Vous allez pouvoir me poser les questions que vous avez envie de me poser ou voilà, amener les commentaires que vous avez envie.